La CAN 2019 s'est achevée vendredi avec la victoire de l'Algérie face au Sénégal. Au-delà de l'aspect sportif, comment s'est déroulé l'événement sur place? Pour vous révéler les coulisses, on en parle avec Karim Baldé de retour du Caire, où il était notre envoyé spécial. Bonsoir Karim. Bonsoir Nara Kaling. Alors vous avez suivi la CAN pendant un mois en Égypte aux côtés de Louis Decroix. La première chose qui frappe, c'est la sécurité. Et oui, l'Égypte n'a pas lésiné sur les moyens pendant la compétition. Et un exemple de ça, ce sont les escortes policières. Lors de notre reportage sur les écureuils du Bénin, on a pu les accompagner de l'hôtel à l'entraînement. Et là, c'était tout simplement impressionnant avec des gyrophares, des motos qui écartaient les voitures, avec des véhicules remplis d'hommes armés également. Voilà, ça montre à quel point justement ils tenaient à ce que les suiveurs, les joueurs n'aient aucun problème de sécurité tout au long de la compétition. Et ça s'est aussi matérialisé, cette sécurité, par des fouilles à tous les niveaux. Un exemple de ça, le jour de la finale, on a passé 5 barrages et parfois à quelques centaines de mètres d'écart, à quelques dizaines de mètres d'écart plutôt, ce qui faisait un petit peu too much, on va dire, par moment. Mais voilà, et ça a mené aussi à des confiscations improbables, notamment à la finale, des écouteurs, nos chargeurs, pardon, nos téléphones portables. Et même lors d'un match de poule à Suez, on nous a pris un paquet de chips, comme quoi, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Ça montre à quel point les policiers et le gouvernement étaient à cran sur cette question-là. Alors, il y a une pression insécuritaire qui a peut-être aussi un peu gâché la fête. On a vu des stades vides. Et ça, c'est le constat qu'on a pu faire tout au long de la compétition, du début quasiment jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'aux demi-finales. Pourquoi? Parce que d'abord les billets étaient trop chers par rapport au niveau de vie moyen des Égyptiens et encore plus des Africains d'une manière générale, mais aussi parce qu'il n'y avait aucun guichet à l'entrée, donc impossible d'acheter spontanément des places quand on venait sur place. Il faut dire que les stades étaient pour la plupart des complexes militaires et donc l'accès était très difficile. Il y avait beaucoup d'écart entre les portes d'entrée et les portes du stade, donc forcément ça n'aidait pas à garnir les gradins. Et puis les fan zones étaient également complètement déserte pendant la compétition. Deux exemples de ça, vous le voyez, ces exemples de stades vides, notamment lors de Madagascar-Tunisie, c'est la photo qu'on voit à l'image, c'était un quart de finale. Rendez-vous compte, un match à enjeu et pourtant quasiment personne dans le stade malheureusement. Et ça, en fait, on aurait dû le comprendre dès notre premier match couvert, le deuxième jour de compétition, RDC-Ouganda, 75 000 places et à peine 2000 personnes dans le stade. On avait l'impression d'un match à huis clos et ça a été le cas durant toute la compétition, à l'exception des matchs de l'Égypte et de la finale. Mais malheureusement, l'Égypte est partie assez vite de la compétition. Oui, trop tôt malheureusement pour l'ambiance. Alors, un mot sur les conditions de travail des médias, des journalistes. Est-ce que c'était difficile de la couvrir, cette CAN? C'était très difficile, très épuisant aussi, très éreintant d'un point de vue psychologique. Comme disent mes confrères de RFI, tout était sous-dimensionné, du centre média à la tribune réservée aux journalistes en passant par les salles de conférence de presse. Et là, vous en voyez une, par exemple, au stade du 30 juin. À l'intérieur, il n'y avait que 4 prises audio pour raccorder le son donc au micro de la conférence de presse, alors qu'il y avait plus de 100 à 150 journalistes, notamment lors des matchs décisifs. C'est vous dire à quel point c'était complètement sous-dimensionné. Et résultat de ça, c'est la photo suivante qu'on va voir. On a dû parfois tenir nos micros devant des haut-parleurs, ce qui paraît complètement improbable, notamment dans les compétitions européennes ou à la Coupe du Monde. Et là, on devait tenir nos micros histoire de capter le son. D'ailleurs, ce jour-là, les haut-parleurs n'ont pas marché pendant 9 minutes de la conférence de presse. Et quand on demandait des explications à la CAF, elle renvoyait la balle au comité local d'organisation. Et quand on demandait au comité local d'organisation, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle renvoyait la balle à la CAF. Jeu de ping-pong. Exactement. Et donc enfin, dans les choses qu'on n'a pas vues à la télé, il y a aussi les hôtels dans lesquels ont séjourné les différentes équipes. Est-ce que vous avez finalement des points de vue différents entre les différentes équipes que vous avez vues sur place? Ah oui, au niveau des sélections, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances. Je vous prends deux cas, celui de la Guinée, du Sili National. Alors là, c'est un hôtel plutôt prestigieux, mais non privatisé, ce qui fait qu'on pouvait y accéder librement. Et lorsqu'on y allait pour le troisième match de poule, juste après le troisième match de poule face au Burundi, on a constaté un peu un bazar général. Il y avait les joueurs, les staffs, les agents, des supporters, des proches, bref, un peu tout le monde qui se mélangeait, des journalistes aussi d'ailleurs, donc c'était un peu infiltré là-dedans. Et c'était un peu le bazar à côté de camps retranchés comme celui du Sénégal. Et lorsqu'on allait voir Aliou Cissé pour l'interview exclusive qu'on vous a proposée la semaine dernière, ici même dans le Journal Afrique, et bien là, c'était une toute autre ambiance.
Le centre d'entraînement et l'hôtel des Sénégalais se trouvaient dans une zone militaire à proximité immédiate de l'un des stades de la compétition, au milieu du désert, près d'une autoroute. Donc autrement dit, aucune distraction possible pour les joueurs. Ils étaient uniquement focalisés sur le football. Et lorsqu'on a vu les joueurs, par exemple, dîner le soir de l'interview, et ben là, c'était le silence le plus total, le calme le plus total. Bref, une ambiance sereine et cette atmosphère calfeutrée, un peu à la Clairefontaine, comme on a pu le voir avec l'équipe de France ou à Istra en Russie lors de la Coupe du Monde pour les Bleus, c'est que au moins les joueurs sont concentrés. Ça a été le cas aussi pour l'Algérie et la Tunisie, par exemple. On comprend pourquoi ces équipes-là sont allées loin dans la compétition, contrairement aux Silly nationales. Merci beaucoup, Karim Baldé. À bientôt. À bientôt. Là,